L'effort devra être à la hauteur de la catastrophe effroyable. Les survivants qui errent dans les rues, jonchés de cadavres, simplement recouverts de draps, guettent l'arrivée des avions humanitaires. Thomas Raguet. Une ville dévastée à perte de vue. Près de 48 heures après le drame, Port-au-Prince n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des décombres, des hommes tentent d'extraire des rescapés. Parfois, le miracle se produit. Mais bien souvent, ce sont des corps sans vie que l'on allonge à même le sol à la va-vite. Certains apparaissent tels qu'ils sont morts, endormis. Les survivants, eux, se sont installés sur les trottoirs, évitant ainsi les éboulements qui font suite aux répliques du séisme. Des répliques qui sèment la terreur. La rumeur d'un tsunami hier a provoqué un important mouvement de foule. Tandis que l'aide humanitaire s'organise, les appels aux dons se multiplient à travers le monde. La France, elle, a annoncé avoir rapatrié 91 de ses ressortissants vers la Martinique. Par ailleurs, 2 Français originaires du Cantal auraient péri selon l'entreprise qui les employait. Si l'heure du bilan est encore loin, certaines sources redoutent plus de 100 000 victimes. Et la situation est loin d'être stabilisée. Des pillages auraient commencé selon une ONG brésilienne. Des pillages qui pourraient s'intensifier si l'aide humanitaire n'arrive pas rapidement. Hôpital de campagne, infirmiers, sauveteurs, l'aide de la sécurité civile et des ONG se mettent en place dans le cadre d'une vaste mobilisation internationale. Il y a quelques instants, Nicolas Sarkozy a annoncé que la France allait dépêcher 2 navires militaires, porteurs bien sûr de secours, et lui-même, le chef de l'État, se rendra sur place en Haïti dans les semaines qui viennent. L'une des difficultés consiste à atterrir à l'aéroport de Port-au-Prince et à débarquer l'aide d'urgence. Je vous donne le numéro mis en place par le Quai d'Orsay pour les familles qui attendent des nouvelles de personnes vivant en Haïti, le 0810 006 330, 0810 006 330. Une soixantaine de Français sont activement recherchés. Les Français, justement, eh bien, ils répondent à l'appel aux dons. Le reportage tout à l'heure au centre opérationnel de la Croix-Rouge à Paris de Julie Trassard. Depuis hier, le téléphone n'arrête pas de sonner. Face à l'ampleur des dégâts à Haïti, chacun cherche à aider. Au point de vue violence des appels, ça rappelle le tsunami. Pendant que certains gèrent les appels, d'autres organisent les opérations sur le terrain. C'est ici, au centre opérationnel à Paris, que tout se décide. Une quinzaine de personnes qui se réunissent 2 à 3 fois par jour pour déterminer les actions à mener. On a 14 personnes qui partent entre vendredi soir et samedi pour renforcer avec des ingénieurs de traitement d'eau qui vont mettre en place nos systèmes de traitement d'eau. On a 2 médecins qui vont partir de Guadeloupe, qui rejoignent l'équipe à Saint-Domingue et qui, par la route, va aller de Saint-Domingue à Port-au-Prince. Dans les semaines qui viennent, l'équipe se réunira jour après jour pour gérer l'urgence du drame. Ensuite, des actions seront engagées pour entamer la reconstruction d'Haïti. C'est un pays qui s'est écroulé, hein. Vous savez, c'est pas juste un tremblement de terre. Je pense qu'on l'a vu, les images sont très fortes et très symboliques. C'est un pays qui s'est écroulé. Il va falloir du temps et il va falloir beaucoup de générosité du monde entier. À midi, les dons atteignaient déjà 250 000 € rien que sur le site internet. Une générosité inégalée depuis le tsunami. Mais une goutte d'eau face à l'ampleur des besoins. Demain. Et parmi les prises de position du jour, Alain Rousset, le président socialiste de l'Association des régions de France, propose que ces dernières reconstruisent les lycées en Haïti. La Poste, de son côté, a décidé d'éditer un timbre en solidarité avec les victimes du séisme, comme elle l'avait fait après le tsunami. Son prix sera de 1 € et il intégrera un don de 44 centimes. Dans un instant, le peintre d'origine haïtienne, Hervé Télémac, sera avec nous. Ne les comparez pas à la carpe et au lapin, le livre qui fait état d'un pacte entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre dément toute promesse de maintien à Matignon et s'inspire de Raymond Barre pour évoquer la durée de son bail. Depuis 2007, je travaille sous l'autorité du président de la République, dans des conditions de complicité et de complémentarité. Sa droiture et sa franchise sont des atouts pour agir. Il sait qu'il peut compter sur ma loyauté. Ma mission durera ce qu'elle devra durer. Et parodiant Raymond Barre, je dirais que quand le moment sera venu, l'heure sera arrivée.
Voilà, François Fillon, lors de ses vœux à la presse, une précision. Il double la prévision de croissance pour 2010, actuellement de 0,75%. En ce début d'année, l'activité repart, assure-t-il. Dominique Strauss-Kahn affirme de son côté que la crise de l'emploi va durer encore des mois dans le monde. La suite de notre journal avec la page spéciale consacrée bien sûr ce soir encore à la situation à Haïti. Dans un instant, c'est le peintre Hervé Télémaque qui sera avec nous, qui pourra faire part de la solidarité très grande dans la communauté haïtienne ou d'origine haïtienne en France. Regardons d'abord ce reportage à Saint-Denis, près de Paris. C'est là que vit la plus forte communauté haïtienne en France. Tout le monde converge depuis hier à la Bourse du Travail, d'où revient Sandra Cerquera. Depuis 2 jours, Gary cherche à joindre sa famille. Aucune nouvelle, mis à part sa sœur blessée mais vivante. Il a tout essayé, Internet, téléphone, mais presque toutes les liaisons sont coupées. Il y a l'urgence de se mobiliser pour aider les personnes qui ont besoin de tout là-bas. Donc on essaie de se contacter par téléphone, par tous les moyens, par le bouche à oreille, afin que les Haïtiens se mobilisent. La mobilisation, c'est tout ce qu'il reste pour sortir du silence. Avant d'aller au travail, Gary a tenu à venir soutenir la communauté haïtienne, une communauté encore abasourdie, physiquement en France, mais avec leurs proches dans les têtes. On n'a pas de mots, voilà, la solidarité, donc si ça peut nous réconforter, donc oui, tant mieux, mais bon, c'est dur. À la tristesse se mêle le sentiment d'impuissance, alors le peu de personnes ayant pu contacter leur famille donnent un coup de main aux autres et partagent le peu de nouvelles obtenues. Et on est tous des Haïtiens, on est là pour soutenir les autres, c'est ceux qui n'arrivent pas à voir leur famille. C'est pour ça que je suis là, en fait. Et j'ai de la chance, j'ai eu ma maman, j'ai eu mes frères, mes soeurs, mes neveux. Même pour ceux qui n'ont pas de famille sur place, il est important d'exprimer sa solidarité. Par rapport à tout ce qui se passe, c'est toujours notre compatriote, quoi. Présente aussi les associations pour tenter de mettre en place un comité de soutien qui permettra de centraliser les dons. La Croix-Rouge a également mis en ligne un site web pour aider la diaspora haïtienne à obtenir des nouvelles de leur famille. Avec nous, donc, je vous l'annonçais, Hervé Télémaque, bonsoir. Vous êtes un peintre fort réputé et vous êtes né à Port-au-Prince au lendemain du séisme qui a détruit la ville où vous êtes né. Donc, est-ce que, bien sûr, votre émotion est toujours aussi forte, toujours la même? Bien sûr, je suis impressionné par tant de dégâts. Mais là, il y a une aide internationale qui est très impressionnante, je dois dire, et qui... on peut augurer le meilleur de cette situation difficile. Est-ce que vous arrivez à avoir des contacts sur place, des informations? Absolument pas. J'ai ma sœur qui vit toujours là-bas. Je n'arrive pas à la voir au téléphone. Voilà, mais je vais essayer par Internet peut-être d'y arriver. Vous n'êtes pas encore rassuré? Pas du tout. Pas du tout. Vous le dites, effectivement, la solidarité est forte des États, on le voit, on a entendu il y a un instant le chef de l'État, Nicolas Sarkozy, on va entendre sa déclaration. Barack Obama a fait également une nouvelle déclaration aujourd'hui pour dire aux Haïtiens on ne vous oubliera pas. Il y a également la communauté haïtienne en France, très solidaire. Est-ce que vous avez là senti cette mobilisation monter? Bien sûr, enfin je le vois par la télévision, par toutes sortes d'émissions, mais pas directement, en raison de mes difficultés de locomotion. Voilà. Quelles sont aujourd'hui les actions que l'on peut mener à partir de la France? À partir de la France? Je suppose des choses très élémentaires, l'eau, la nourriture et les soins, je dirais. C'est ce qu'il faut. Mais je crois que la communauté internationale a mis en route tout ce processus-là et je suis impressionné et ému par tout ce qui se passe en ce moment. Ce qu'on constate également, c'est une grande mobilisation des artistes, notamment aux États-Unis. Hein. Il y a des grands noms de la chanson, du cinéma qui se mobilisent, Brad Pitt, Angela Jolie, Wyclef Jean, hein, ancien membre des Fugees. Il y a des artistes au Canada aussi, où vit une forte communauté haïtienne. Est-ce que les artistes, là, peuvent éventuellement se mobiliser également pour... en France, on est beaucoup moins nombreux en France, mais on va voir ce qui peut se passer. Mais déjà, il y a tout un processus qui est en route et
J'ai l'impression qu'il faudra nous intervenir plus tard, si vous voulez. Pas dans un immédiat. D'abord, il faut mettre en place des processus techniques possibles. Bien sûr. Alors, il y a l'urgence, évidemment, l'urgence de la mobilisation, les premiers secours pour lutter contre la faim, essayer de sortir encore des personnes des décombres, soigner les blessés. Mais Nicolas Sarkozy a donc réuni plusieurs ministres tout à l'heure et déjà il évoque la reconstruction du pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État qui a expliqué que votre île n'avait pas vocation à être un pays martyr. De cette catastrophe qui fait suite à tant d'autres, nous devons faire une occasion pour sortir une fois pour toutes Haïti et son peuple de la malédiction qui semble les accabler depuis si longtemps. Haïti n'a pas vocation à être un pays martyr. Cette nouvelle tragédie peut être la dernière si la communauté internationale se mobilise pour aider ce pays. J'ai proposé au président Obama, avec qui j'aurai l'occasion de m'entretenir dans les heures qui viennent, que les États-Unis, le Brésil, le Canada et d'autres encore prennent l'initiative de convoquer une grande conférence pour la reconstruction et le développement en Haïti. Hervé Télémac, on a pu avoir l'impression, effectivement, quand on revoit toute l'histoire d'Haïti, que c'est une île martyre. Est-ce que vous acceptez cette approche de votre pays? Cette notion? Ou d'île maudite, même? Oui, enfin, vous savez que Haïti était autrefois la grande colonie française de Saint-Domingue, la plus riche, en canne à sucre, en sucre, etc. Et nous sommes partis quand même de zéro, il faut bien dire. Quand Toussaint Louverture a engendré le processus révolutionnaire haïtien, il a fallu tout détruire à Haïti, à savoir, suivant la formule d'un général de l'époque, il fallait brûler toutes les maisons et incendier partout. Et il disait même couper toutes les têtes, ce qui n'était pas évidemment un programme forcément réjouissant. Toussaint Louverture, qui était une sorte de Mandela à l'époque, un homme tout à fait remarquable, le plus remarquable de l'histoire haïtienne. Lui était au contraire pour une espèce, déjà une sorte de consensus intelligent. Il avait gardé les enseignants et les religieux à Haïti. Bon, ça c'était un bon départ. La suite a été succession de coups d'État, d'incapacité, d'incompétence des hommes politiques haïtiens depuis toujours. C'est une tradition, de vol, de violence. Non, c'est pas vraiment un peuple très violent. Non, la violence les régimes qui se sont succédés ont été violents. La violence haïtienne est tout à fait récente. On peut dire depuis Duvalier-Père, François Duvalier-Père, et avec la démographie aussi galopante qui est le vrai problème haïtien. Est-ce que vous espérez aujourd'hui qu'après ce séisme, justement, Haïti ouvre une page nouvelle de son histoire? J'espère bien. Et qu'est-ce qu'il faut pour cela? Est-ce que les puissances internationales qui se mobilisent aujourd'hui peuvent aider? Je suis étonné par la présence importante déjà des institutions internationales à Haïti. L'ONU est là, il y a toute une panoplie de moyens qui sont déjà établis à Haïti. Vraiment, ce tremblement de terre vient être un désastre d'arriver en ce moment alors que les choses allaient de mieux en mieux, il faut bien dire. Oui. Et là, il va falloir commencer tout à zéro. Mais peut-être que, vous savez que quand moi j'ai quitté Haïti dans les années 57 pour aller aux États-Unis comme tout Haïtien, c'était un parcours traditionnel, Port-au-Prince, New York, Paris et inversement. Port-au-Prince était une petite ville de 200 000 habitants. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions dans à peu près la même structure. Donc, peut-être qu'on peut repartir sur de bonnes bases. Est-ce qu'un jour, la jeunesse haïtienne cessera de rêver d'au-delà et d'émigration? Hélas, les possibilités de vie à Haïti sont
minime et donc c'est très naturel que les jeunes veulent partir. Et on peut pas leur en vouloir. Comme vous le savez, il y a 1 million d'Haïtiens aux États-Unis, c'est quand même considérable. Quand est-ce que vous êtes retourné dans votre pays pour la dernière fois? Mais j'y vais de temps en temps. La dernière fois? Oh, il y a 3-4 ans peut-être. Il y a 3-4 ans. Oui. Et vous aviez déjà quand même là senti que les choses allaient mieux? Pas vraiment encore il y a 3-4 ans. Pas vraiment il y a 3-4 ans. C'est plus récent. C'est plus récent. Hervé Télémac, merci d'avoir apporté votre témoignage ce soir dans le 18h. Autre page politique du journal maintenant, avec cette question. Oui ou non, faut-il accorder le droit de vote aux étrangers? Vous savez que cette question, ce serpent de mer de la politique, est relancée. Martine Aubry l'avait annoncé lors de ses vœux, eh bien c'est fait. Le Parti socialiste a déposé aujourd'hui un texte à l'Assemblée nationale visant à accorder le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections municipales et les sénateurs communistes prennent également l'initiative sur cette question. Dans un instant, Nicole Borvo-Cohen-Seat, présidente du groupe communiste au Sénat, et Jacques Miard, député UMP des Yvelines, pour 2 opinions tranchées et opposées sur cette question. Mais avant de débattre, ce reportage parmi des étrangers installés en France de Flora Sauvage. Résident en France depuis 32 ans, ce Tunisien n'a pas le droit de voter dans son pays d'adoption et il le regrette profondément. Je paye mes impôts légalement, taxe d'habitation, taxe impôt sur le revenu, tout c'est... Donc je ne vois pas, il me manque cette citoyenneté politique. Au siège de l'Association des Tunisiens de France, on milite en faveur du droit de vote pour les étrangers aux élections locales, à l'image de ce qui existe pour les étrangers des pays de l'Union européenne. Le droit de vote est une nécessité pour que les migrants non communautaires se sentent un minimum citoyens dans ce pays. Pour la Ligue des droits de l'homme, la France est en retard sur ses voisins européens. Aujourd'hui, il y a une majorité de pays au sein de l'Union européenne qui a reconnu ce droit de vote pour les résidents étrangers hors de l'Union européenne, donc aux élections locales. Et puis il y a quelques pays, dont la France, mais aussi l'Allemagne et l'Autriche, qui jusqu'à maintenant refusent d'accéder à cette revendication. Mais pour que ce droit de vote soit instauré, il faudrait passer par une réforme constitutionnelle. Une telle réforme suppose que l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent une loi dans des termes identiques. Le texte devrait ensuite être soumis à référendum ou adopté par le Congrès à la majorité des 2/3. Avec nous donc Nicole Borvo-Cohen-Seat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Jacques Miard, bonsoir monsieur. Alors Nicole Borvo-Cohen-Seat, votre argument principal pour défendre le droit de vote des étrangers aux élections municipales? Je suis vraiment pour la citoyenneté locale, des gens qui vivent dans ce pays, qui travaillent, qui paient des impôts, qui ont donc, je pense, doivent avoir la reconnaissance d'une citoyenneté de fait. Et c'est une tradition d'ailleurs qui vient de 1789, hein, donc vous voyez, on n'innove pas tellement. Le problème, c'est que ça fait plus de 10 ans que le sujet est en débat en France. Qui est souvent lancé à la veille d'élection, on a remarqué. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu différent parce que le président de la République, François Mitterrand, vous voyez, ça remonte déjà un bout de temps, l'avait inscrit dans ses projets. Ensuite, l'actuel président de la République aussi. Or, tous les pouvoirs, on va dire, au moment de passer à l'acte, sont beaucoup plus timorés. Alors Jacques Miard, votre opposition s'explique par quelle raison principale? Vous voyez, c'est tout à fait simple. On vient de parler de citoyenneté. Eh bien, la citoyenneté, effectivement, c'est un processus, je dirais, d'assimilation et d'intégration. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'étranger en situation régulière chez nous a tous les droits économiques et familiaux. Il reste effectivement les droits politiques qu'il n'a pas. Et là, c'est lié à la citoyenneté, à la nationalité. Et donc, il y a un processus pour les acquérir, à savoir le processus de la naturalisation. Tout à l'heure, vous montriez à l'écran une personne qui était depuis 30 ans en France. Si véritablement elle veut participer, elle demande à devenir française. Je suis sûr qu'elle aurait eu la nationalité française, car elle avait tous les attributs, je dirais, de l'intégration. Donc, à un moment où on veut effectivement que les personnes émigrées en France, au bout d'un certain temps, adhèrent au projet du vouloir vivre en France, qui est la République française, eh bien, ils font l'effort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette conception de la citoyenneté. Enfin, ça ne s'étonne pas, le problème n'est pas là. Mais parce que, d'abord, il y a effectivement, il y a 2 courants en la matière. Et je ne récuse pas qu'il y ait une spécificité de la nationalité. Mais, à mon avis... Vous parlez de la citoyenneté. Non, mais une citoyenneté locale
en quelque Je ne récuse sorte. pas qu'il y a une spécificité de la nationalité, mais les gens ont une nationalité, ça fait référence à beaucoup de choses. Beaucoup de ressorts d'étrangers qui sont aujourd'hui ici en France ne peuvent pas avoir la double nationalité. Ce n'est pas le problème. Si, c'est un problème. Non, ce n'est pas le problème. Vous avez totalement faux. Lorsque l'on acquiert la nationalité française, on ne regarde pas si vous avez une nationalité dans votre pays d'origine. Monsieur me contredit pour le plaisir de me contredire. Non, je vous dis ce n'est pas du droit que positif si ce que vous dites. Gardent leur nationalité, c'est parce qu'ils gardent leur nationalité, ce qui ne les empêche pas d'exercer une citoyenneté, en particulier locale, puisqu'ils participent de la vie de la cité. J'ajoute que nous avons complètement... de toute façon, nous sommes au-delà de ce problème, puisque des ressortissants étrangers, à l'heure actuelle, ont la possibilité de voter aux élections locales. Or, M. Miard a l'air d'ignorer qu'il n'y a pas... Je n'ignore rien du tout. Et vous n'ignorez je suis pas suffisamment juriste. Il n'y a pas de citoyenneté Alors, je vais européenne. vous dire, Excusez-moi. je suis désolé. On était dans un autre processus qui a d'ailleurs échoué avec le rejet du traité constitutionnel, qui était de créer un État fédéral. Ça, il demeure, et ça, moi je l'avais posé la question au début, parce que pour moi, même un Allemand, même un Anglais qui veulent voter en France devrait passer par le processus de la naturalisation. Voilà. Donc c'est très clair, c'est très clair. Aujourd'hui, effectivement, il y a dans l'Union européenne cette exception. Ça ne veut pas dire qu'il faut, l'étendre. J'ajoute que, à mon avis, bien sûr, vous avez trouvé aujourd'hui un émigré qui dit, moi j'aurais aimé voter, mais vous pouvez peut-être poser la question. Il y en a peut-être beaucoup qui ne veulent pas, en disant nous sommes étrangers, ils ont les droits économiques, ils ont les droits sociaux, ils ont les droits familiaux. Donc j'estime qu'effectivement les droits politiques, c'est un processus d'intégration. C'est un choix que cet individu doit faire et que nous n'avons pas à leur servir sur un plat d'argent la totalité des droits des nationaux. Alors François Fillon a exprimé la même opinion que vous, enfin en termes moins vifs. Hein. Aujourd'hui, le Premier ministre... Il est serein et Premier ministre, je le suis pas. Voilà, exactement. Il a dit qu'il était en tous les cas totalement contre et il renvoie évidemment à l'acquisition de la citoyenneté pour voter et il estime que le projet ne se fera pas en tous les cas. Est-ce que vous estimez, vous, élu UMP, qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays? Écoutez, pour moi je suis intimement convaincu. Ma collègue vient de parler de ce que François Mitterrand avait dit dans son programme électoral et puis on s'est aperçu que ça n'a pas marché. Donc c'est bien preuve que, je dirais, dans l'opinion publique, il y a quand même, je dirais, conformément au droit international public général, il y a la césure entre ce qui est le statut de l'étranger avec des droits et le statut du national. Et je crois qu'il faut cesser ce genre de confusion. Ce n'est pas un service à rendre aux émigrés qui veulent effectivement s'intégrer par le choix. Vous parlez de l'opinion publique. Il y avait un sondage ce matin dans le Parisien qui montre que les Français sont majoritairement pour 55%. Moi, je vais vous recommander un sondage qui donnera exactement le contraire. On ne gouverne pas au regard des sondages, pas plus que la politique économique. L'opinion publique, je peux vous dire, c'est la manière dont vous allez poser la question. Ce qui est certain, c'est que si les gouvernements successifs n'ont pas accepté ça, c'est qu'il y a véritablement un hiatus. Monsieur ne laisse jamais s'exprimer les autres, et il sait tout, et il a toujours un ton très agressif. Mais madame, un peu de retenue, s'il vous plaît. Il y a un hiatus total, puisque de fait, effectivement, des personnes qui n'ont pas la nationalité française, qui sont souvent, compte tenu de l'histoire de notre pays depuis bien moins longtemps sur notre territoire, peuvent voter aux élections locales. C'est un fait, et moi j'ai l'habitude de dire que si mon voisin espagnol vote aux élections locales, je ne vois pas pourquoi mon voisin algérien, qui est là depuis plus longtemps, mon voisin tunisien, qui est là depuis plus longtemps, qui participe à la vie de la cité, ne peut pas voter aux élections locales. Voilà, c'est clair et net. Si les ressortissants européens votent aux élections locales en France. Il y en a qui votent, il y en a qui votent pas, mais après, il y a beaucoup de Français qui ne votent pas. Quelle est la réalité? Non. Ils n'ont pas voté d'emblée tout de suite, d'abord parce que souvent ils ne le savaient pas, mais aux dernières élections, il y en a qui ont voté. Écoutez, madame, je suis désolé de vous dire, effectivement, ça se compte dans une ville de 20-30 000 habitants, par dizaines, pas davantage, et qu'il est clair que... ce serait la même chose si on donnait le droit de vote aux étrangers c'est possible. De toute façon, je vais vous dire, où je vous avais marqué un point, et je reconnais, c'est qu'effectivement, on a créé cette confusion. Et il est exact que dans le cadre de l'Union européenne, mais on était dans un autre processus. On était dans un processus de création de l'État fédéral européen, qui a avorté. Et donc, on a voulu faire ce geste. Mais moi, je maintiens la position. Il y a la citoyenneté et nationalité d'un côté, il y a le statut de l'étranger de l'autre. Et donc, il est clair,
vous permettez, paraît-il, que je vous empêche de parler. Faites-en de même. Donc, il est clair aujourd'hui qu'on a créé cette confusion. Il est clair qu'il ne faut pas continuer dans cette voie, que ce n'est pas utile. Nous avons le processus de l'intégration via la naturalisation, qui est un processus d'adhésion avec un choix individuel. La France, effectivement, on l'épouse et on fait ce choix. Quand on est 30 ans de présence en France, qu'on est tunisien, si on veut voter, on devient français par la naturalisation. C'est des points de vue qui semblent inconciliables. Le problème est que... On ne va pas vous réunir sur une position commune, tous les deux ce soir, sur ce sujet-là. C'est évident, sauf que, je vous dis, le hiatus qui existe donc entre des ressortissants étrangers qui vivent sur notre territoire n'est pas acceptable. Et du point de vue de la réalité de la situation en France, de la présence d'étrangers, qui sont souvent, effectivement, qui viennent souvent du Maghreb, de l'Afrique, pour des raisons historiques que nous connaissons, eh bien, il est évident que la question de le regard qu'on porte sur eux vis-à-vis de la citoyenneté est très important pour eux-mêmes, pour leurs enfants, qui en général sont français. Et donc, je maintiens que la France devrait faire un effort et qu'on pourrait se réunir là-dessus, puisque effectivement, l'opinion aujourd'hui y est favorable. Cet effort doit être aussi individuel. C'est un choix qui est donné à la liberté de ces personnes qui ont un temps suffisant pour devenir français. Je ne vois pas pourquoi on leur octroyerait la nationalité ou la citoyenneté française. Vous avez apprécié quand même la prise de position d'Éric Besson qui, à titre personnel, a dit qu'il était pour. Vous savez, dans un gouvernement... parce qu'il la réserve aux ressortissants de pays francophones. En disant que je n'étais pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je maintiens cette position. Elle est cohérente au moins. Alors, un sondage, vous ne les aimez pas tellement, en tous les cas ça dépend des questions qui sont posées. On a posé simplement la question sur le site de notre partenaire, le nouvelobs.com, êtes-vous pour ou contre le vote des étrangers? Eh bien, pour 50%, contre 46%, il y a 545 votants. On s'aperçoit que c'est quand même assez équilibré. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat du 18h. À suivre sur Public Sénat, Europe Hebdo, la nouvelle architecture européenne. Katia Guilder et François Baudonnet ont suivi les auditions, notamment cette semaine, des futurs commissaires. Bonsoir à tous. Sur du beau corps. Que vous êtes ligeon si votre majra se rapporte à votre mâche plus. Comment se fabrique la langue française? Comment évolue-t-elle? Quelle est sa véritable influence? Une fois rien, c'est rien. Bon. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Grâce à de nombreux témoignages, ce documentaire nous plonge dans les tourbillons du français. Pourquoi Pépita sans répit m'épitu? Dans le puits, Pépita, pourquoi te tapitu? Rêver le français, le spectacle des mots. Un documentaire de Jean-Michel Gian et Philippe Lavalette. C'est sur Public Sénat, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Cette semaine, Gilles Leclerc vous retrouve à Saint-Quentin pour Terrain politique avec comme invité principal Xavier Bertrand. Comment redynamiser une région en crise? Quelles réformes pour les collectivités locales? Autant de questions auxquelles répondra l'ancien ministre du Travail, entouré de beaucoup d'autres invités. Public Sénat sur le terrain, c'est mardi à 22h30. Bonjour, bienvenue dans Europe Hebdo, premier numéro de l'année 2010. Et c'est ici, à cette table, que les commissaires européens désignés passent un à un leur grand oral sous le feu roulant des questions parlementaires. Et dans cette émission, nous recevrons Jacques Barrot, le vice-président de la Commission européenne. Nous parlerons également d'économie et de social. Et nous poserons une question, le Fonds social européen est-il efficace? Mais d'abord, c'est la coutume, le tour de l'actualité européenne avec Nora Hamadi. C'est une véritable chasse à l'homme. À coups de bâton ou de barre de fer, des centaines d'immigrés ont été poursuivis et tabassés par des habitants de la petite localité de Rosarno, en Calabre. Une expédition punitive qui a fait suite à une violente manifestation de travailleurs clandestins.